La rivière sentait toujours la vase et le bois humide. Les gens essayaient d'éviter cet endroit, car l'eau était profonde, froide et traîtresse. Les berges étaient boueuses et le courant était rapide. Mais un homme venait ici tous les jours. Il s'appelait Thomas, et tout le monde le connaissait comme un clochard. Il ramassait des débris, sortait des planches et des cordes, ramassait des chiffons qui flottaient à la surface. Les garçons se moquaient de lui, les adultes faisaient semblant de ne pas le remarquer, et les femmes se détournaient comme s'il n'était pas un être humain, mais une ombre. Thomas vivait dans une grange en ruine, derrière les remparts de la ville, mangeait des croûtes de pain jetées au marché et était habitué aux moqueries. Ce jour-là, la rivière était en crue, la neige avait fondu dans les montagnes et l'eau coulait avec force. Thomas se tenait au bord de l'eau et tirait une corde déchirée de la vase lorsqu'il entendit un cri. Au début, il pensa que les garçons avaient décidé de le taquiner à nouveau. Mais le cri se répéta, aigu et désespéré. Thomas leva la tête et vit une petite fille qui se débattait dans l'eau. Elle s'étouffait, s'agrippait à un tronc d'arbre, mais le courant l'emportait. Des gens se tenaient sur le pont et se criaient quelque chose, mais personne ne bougeait. Thomas n'hésita pas. Il ôta sa veste déchirée et sauta. L'eau était glaciale, mais il rama de toutes ses forces. La petite fille était déjà en train de couler. Thomas l'attrapa par les cheveux et la tira vers lui. Elle était légère, mais le courant l'entraînait vers le fond. Il a nagé de toutes ses forces vers la rive jusqu'à ce qu'il s'accroche aux racines d'un arbre. Il a péniblement tiré la fillette sur la terre ferme, puis s'est effondré à côté d'elle, haletant et toussant. La foule a crié. Certains ont couru, d'autres sont restés immobiles. La fillette était allongée, immobile, mais après un moment, elle a toussé et craché de l'eau. Thomas la couvrit de son manteau, qui ressemblait plutôt à un tas de chiffons troués, et la serra contre lui pour la réchauffer. Les gens poussèrent des cris d'étonnement. La robe de la fillette était brodée de fils d'or, et elle portait autour du cou un médaillon avec les armoiries du duc. Tout le monde comprit immédiatement. C'était la fille cadette du souverain de ces terres. Thomas fut relevé et conduit au château avec la fillette. Il ne résista pas, mais son cœur battait comme s'il était conduit à l'échafaud. À la porte, les gardes l'arrêtèrent, tandis que la fillette était emmenée à l'intérieur. Thomas resta à attendre. Les heures s'écoulaient. Il était assis sur une pierre, tremblant de froid et de faim. Une seule pensée lui traversait l'esprit. On allait l'accuser d'avoir lui-même poussé l'enfant. C'était toujours comme ça. Le pauvre était coupable même quand il sauvait quelqu'un. Mais le soir, le duc sortit. Grand, vêtu d'un lourd manteau, le visage fatigué. Il dit que sa fille était en vie grâce à lui. Thomas n'en croyait pas ses oreilles. Le duc ordonna qu'on lui donne à manger et des vêtements. Le lendemain, on chuchotait déjà à son sujet. Ceux qui lui avaient jeté des pierres la veille disaient maintenant qu'il était courageux. Mais Thomas comprenait que la gratitude des autres était éphémère. L'intendant du château l'appela. Il lui dit que le duc souhaitait le remercier et lui demanda ce qu'il voulait. Thomas répondit qu'il ne voulait qu'un toit au-dessus de sa tête et un peu de pain. L'intendant sourit, mais transmit les paroles de Thomas au duc. Thomas fut installé dans une vieille grange près des écuries. On lui donna des vêtements de travail et un bol de bouillie. Pour lui, c'était comme un miracle. Pour la première fois depuis longtemps, il ne dormait pas sur le sol humide. Plusieurs semaines passèrent. Thomas aidait dans les écuries, transportait de l'eau, nettoyait les cours. Personne ne le regardait avec le mépris d'avant, mais personne ne le considérait comme un égal. Il était toujours aussi pauvre,
mais il vivait désormais plus près du château. La petite fille qu'il avait sauvée venait souvent courir dans la cour. Elle s'appelait Éline. Elle lui souriait et lui apportait des pommes. Thomas était gêné au début, mais il s'y habitua. Éline disait qu'elle se souvenait de lui la tenant dans l'eau. C'était étrange pour lui. Pour la première fois, quelqu'un de la noblesse lui parlait comme à un être humain. Mais sa joie fut de courte durée. Lors d'une foire en ville, un marchand le reconnut. C'était un homme pour lequel Thomas avait autrefois travaillé comme journalier. Le marchand dit aux gardes que Thomas volait et ajouta que quelqu'un qui vivait comme un clochard ne pouvait pas être honnête. Les rumeurs parvinrent jusqu'au château. L'intendant se mit à le regarder avec suspicion. Thomas sentait que sa position était précaire. Mais, contre toute attente, la duchesse elle-même prit sa défense. Elle dit à son mari que celui qui avait sauvé leur fille ne pouvait pas être un menteur. Le duc fronça les sourcils, mais accepta de garder Thomas. Le pauvre garçon resta donc au château. Mais des épreuves bien plus difficiles que les moqueries l'attendaient, car les secrets du passé commençaient à refaire surface et le destin lui réservait de nouvelles épreuves. Thomas s'était habitué au silence des écuries. Elle sentait le foin et la sueur des chevaux, et le matin, on entendait les forgerons frapper le métal avec leurs marteaux. Pour lui, c'était le meilleur endroit. Personne ne le chassait, ne lui crachait aux pieds. Il faisait son travail en silence, s'efforçant de passer inaperçu. Mais un jour, un nouvel écuyer arriva au château. Il s'appelait Arnaud. Il était le fils d'un petit chevalier et se comportait avec arrogance. Arnaud remarqua que la duchesse parlait parfois à Thomas et cela le dérangeait. Il commença à plaisanter en disant qu'un chien sous forme humaine s'était introduit dans le château. Les serviteurs riaient. Thomas restait silencieux, mais il bouillait intérieurement. Quelques jours plus tard, un malheur arriva. Le foin prit feu dans l'une des écuries. Les gens se mirent à crier. Les chevaux devinrent fous. Thomas se précipita à l'intérieur et sortit l'étalon du duc avant que les flammes n'envahissent tout le bâtiment. Il faillit s'étouffer à cause de la fumée, mais il réussit à sortir le cheval dans la cour. Arnaud se tenait à côté et regardait tout brûler, mais il ne bougeait pas. Les gens virent que Thomas avait sauvé l'animal et parlèrent de son courage. Le duc l'apprit et déclara que le pauvre homme avait fait preuve de courage. Il ordonna qu'il soit transféré au service du château. Désormais, Thomas devait aider les écuyers, réparer les harnais et s'occuper des chevaux des chevaliers. Arnaud pâlit, mais ne dit rien. À cette époque, Hélène trouvait de plus en plus souvent des occasions de parler à Thomas. Elle lui parlait des livres que sa mère lui lisait et lui montrait des dessins. Thomas l'écoutait, même s'il ne savait pas lire. Il lui disait que l'important était de se souvenir de la façon dont les gens agissaient et non de ce qui était écrit dans les livres. La petite fille riait et le trouvait sage. Mais derrière les murs du château, le malheur se préparait. Des raids avaient commencé dans les terres voisines et le duc devait préparer son armée. Parmi les chevaliers se trouvait l'oncle maternel d'Hélène, sœur Roderick. C'était un homme sévère qui méprisait les pauvres. Il prit immédiatement Thomas en grippe, le considérant comme dangereux. Un soir, Roderick remarqua sur la main de Thomas une vieille marque, une brûlure en forme de motif ressemblant à un blason. Il lui demanda d'où venait cette marque. Thomas répondit qu'il ne s'en souvenait pas. Enfant, il avait été abandonné près d'un monastère et depuis, il errait. Roderick fronça les sourcils et lui ordonna de rester loin de la famille du duc. Après cela, des rumeurs étranges commencèrent à circuler dans le château.
Certains murmuraient que Thomas ne s'était pas retrouvé près de la rivière par hasard ce jour-là. Arnaud alimentait les rumeurs en disant que le pauvre homme était en réalité un voleur rusé. Le duc hésita, mais la duchesse et Hélène continuèrent à le défendre. Finalement, Thomas fut laissé en liberté, mais on lui ordonna d'être prudent. Plusieurs mois passèrent. Au château, on préparait une fête pour célébrer la victoire sur les envahisseurs. Les gens se rassemblèrent sur la place, des musiciens jouaient, on distribuait de la nourriture. Le duc fit sortir sa famille, et Thomas se trouvait à côté, portant le drapeau. Soudain, un homme vêtu d'un manteau s'approcha furtivement de la place. Il sortit un couteau et se précipita vers le duc. Tout le monde s'écria. Thomas ne réfléchit pas. Il frappa l'agresseur de l'épaule et le renversa. Le couteau tomba. Les gardes arrivèrent et ligotèrent le meurtrier. Les gens virent que c'était encore Thomas qui avait sauvé leur maître. Cette fois, la gratitude était sincère. Le duc ordonna de le conduire dans la salle et dit qu'il voulait le récompenser. Thomas fut embarrassé, mais ne demanda qu'une seule chose, qu'on le laisse travailler honnêtement et qu'on ne le chasse plus. Le duc sourit pour la première fois depuis longtemps et accepta. Mais Sir Roderick n'était pas content. Il soupçonnait ce gamin des rues de cacher la vérité. Il commença à interroger les vieux moines et les marchands. Peu à peu, le secret fut révélé. Il y a de nombreuses années, le convoi du duc avait été attaqué sur la route. Un enfant avait alors disparu et personne ne l'avait retrouvé. Le garçon avait une marque de brûlure sur la main. Roderick relia les faits et comprit que Thomas pouvait être cet enfant. Mais il ne voulait pas l'admettre. Si la vérité était révélée, le pouvoir dans le château pourrait changer. Une lutte secrète commença à l'intérieur du château. Arnaud et Roderick essayèrent de faire passer Thomas pour un méchant. Ils s'arrangèrent pour qu'il soit accusé d'avoir volé une coupe en argent. Thomas fut arrêté et emprisonné dans les cachots. Hélène pleurait et suppliait son père de croire en son innocence. Le duc avait des doutes. L'intendant disait qu'un gamin des rues restait toujours un gamin des rues. Mais la duchesse insistait pour que justice soit faite. Le procès devait avoir lieu quelques jours plus tard. Si sa culpabilité était confirmée, Thomas serait couvert de honte. Il était assis dans son cachot et pensait que tout recommençait. Sa vie avait toujours été une lutte pour le droit d'exister. Mais cette fois, les enjeux étaient plus importants. C'est alors qu'un voyageur arriva au château, un moine aux cheveux gris qui parcourait les monastères. Il reconnut Thomas. Il dit qu'il y a de nombreuses années, il avait trouvé un bébé au bord de la route, brûlé à la main, et l'avait confié à un orphelinat. Il montra une vieille inscription dans un livre où étaient décrits les armoiries de la famille du duc et le nom de l'enfant. Le moine devint ce bienfaiteur inattendu qui changea le cours des événements. Les paroles du moine résonnèrent dans la salle d'audience comme un coup de cloche. Les gens échangèrent des regards, certains se signaient, d'autres murmuraient que cela pouvait être un signe. Le duc était assis sur un fauteuil élevé, le visage sévère, mais les doigts crispés sur la coudoir. Hélène regardait Thomas, les yeux grands ouverts. Le moine raconta que, les années où le convoi du duc avait été attaqué, il revenait d'un long pèlerinage. Au bord de la route, il avait trouvé un nourrisson dans un manteau, blessé, avec une brûlure à la main. Il l'avait emmené au monastère, mais peu après, celui-ci avait également été attaqué, les frères s'étaient enfuis et l'enfant avait disparu. Le moine avait passé toute sa vie à chercher des nouvelles de lui et venait seulement d'apprendre que le garçon avait grandi
et se trouvait dans ces contrées. L'intendant tenta de rétorquer que ce n'étaient que les paroles d'un vieillard. Mais le moine sortit de son sac un morceau de tissu brodé des armoiries du duc. Il l'avait conservé depuis qu'il avait recueilli l'enfant. Le tissu portait la même marque que les anciens drapeaux dans la salle. La foule s'agita. Roderick pâlit. Arnaud se tenait debout, la tête baissée. Le duc se leva et s'approcha de Thomas. Il regarda attentivement sa main, où la brûlure formait un motif sinueux. Puis il déclara que si cela était vrai, cet homme n'était pas simplement un vagabond, mais son fils, perdu depuis de nombreuses années. La salle se figea. Personne n'osait respirer. Éline se précipita vers Thomas et l'embrassa. Thomas restait debout, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Tout ce qu'il savait de lui-même, la misère, les moqueries, la faim, bascula en un instant. Mais Roderick ne voulait pas l'admettre. Il affirmait qu'il s'agissait d'une ruse, que le gamin avait soudoyé le moine. Le duc ordonna de procéder à un test. Si Thomas était vraiment de leur lignée, il devait prouver qu'il avait le sang des guerriers dans les veines. Le test fut fixé au lendemain. Il ne s'agissait pas d'une bataille, mais d'une épreuve de force et d'endurance. Thomas reçut une épée en bois et fut opposé à Arnaud. La foule se rassembla dans la cour. Arnaud était sûr de remporter une victoire facile. Mais Thomas avait l'habitude depuis son enfance de travailler de ses mains, de porter des charges lourdes, de se battre pour survivre. Ses coups étaient maladroits, mais puissants. Arnaud tomba à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il finisse par abandonner. Les gens s'écrièrent que le pauvre homme avait fait preuve de courage. Le duc déclara qu'il voyait en lui le sang de sa famille. Roderick serra les dents, mais ne répondit rien. À partir de ce jour, Thomas ne fut plus un mendiant. Il fut reconnu comme le fils du duc, même si tout le monde ne l'accepta pas de bon cœur. On lui donna une chambre dans le château, des vêtements propres, et pour la première fois de sa vie, il mangea à la même table que ceux qui le méprisaient auparavant. Mais cela s'accompagna d'un nouveau fardeau. Thomas comprit qu'il devait désormais se montrer à la hauteur. On lui apprit à lire, à se tenir à table, à s'exprimer lors des conseils. Beaucoup trouvaient qu'il était trop simple pour être l'héritier. Les rumeurs ne cessaient de courir. Arnaud murmurait dans les couloirs que tout était arrangé. Roderick rencontrait secrètement d'autres chevaliers pour préparer un complot. Il craignait que si Thomas était reconnu comme fils légitime, ses propres prétentions sur les terres s'affaiblissent. Pendant ce temps, Éline ne quittait pas son frère. Elle lui apprenait à lire des mots simples, lui montrait des cartes et lui racontait des histoires tirées de livres. Thomas écoutait et s'efforçait d'apprendre. Il comprenait que s'il n'apprenait pas, on le considérerait comme stupide. Une nuit, il entendit une conversation entre Roderick et Arnaud. Il disait qu'un malheur allait bientôt s'abattre sur le château. Thomas comprit qu'un événement terrible se préparait. Quelques jours plus tard, un messager arriva au château avec une lettre du comte voisin. Le duc partit à la rencontre, tandis que Roderick ordonnait à ses hommes d'ouvrir les portes aux soldats étrangers. Une attaque commença à l'intérieur même de la forteresse. Les gens criaient, des torches brûlaient, les gardes tombaient. Thomas saisit une arme et se précipita pour défendre Éline. Ils se réfugièrent dans la chapelle. Lorsque les ennemis firent irruption, Thomas se dressa sur leur chemin. Il se battit comme il l'avait fait ce jour-là dans la rivière, sans penser à la peur, mais seulement à rester en vie. À ce moment-là, son talent caché se révéla. Il se battait aussi bien que les chevaliers. Aux yeux d'Éline, il n'était plus un voyou, mais un guerrier.
À l'aube, l'attaque fut repoussée. Le duc revint et apprit la vérité. C'était Roderick qui avait amené les ennemis. Il fut capturé. La foule réclamait un jugement. Arnaud tenta de s'enfuir, mais il fut rattrapé. Le duc déclara que dans les moments difficiles, c'était Thomas qui avait protégé sa fille et son château. Si auparavant certains doutaient de son droit à faire partie de la famille, ils ne pouvaient plus en douter désormais. La foule acclama son nom. Ceux qui le méprisaient encore récemment voyaient désormais en lui un héros. Mais Thomas ne ressentait aucune joie. Il pensait à toute la souffrance que lui avaient infligée ceux qui ne croyaient pas en lui. Il comprenait que le pouvoir et la richesse n'étaient pas un don, mais un fardeau qui exigeait de faire des choix. Après la capture de Roderick, un silence pesant s'installa dans le château. Les gens chuchotaient dans les couloirs, dans les cuisines et dans la cour. Certains se réjouissaient que le traître ait été démasqué, d'autres craignaient que le complot soit plus vaste qu'il n'y paraissait. Le duc ordonna de garder Roderick en prison jusqu'au procès, mais lui-même semblait fatigué, comme si ses dernières forces l'avaient quitté. Thomas arpentait les salles et ne se reconnaissait pas. Hier, il était un vagabond, et aujourd'hui, on l'appelait le fils du duc. Mais les regards de beaucoup restaient froids. Pour eux, il était toujours un étranger. Ils le sentaient à table, dans la cour d'entraînement, et même dans sa propre chambre. Les serviteurs s'inclinaient, mais leurs yeux trahissaient leur scepticisme. Éline essayait de le soutenir. Elle lui apportait des livres, lui racontait son enfance, quand la famille était encore au complet. Thomas l'écoutait et se surprenait parfois à croire que tout cela pouvait vraiment devenir son passé. Mais il ne gardait en mémoire que la boue des routes, les nuits de faim et les pierres que les enfants lui jetaient. Une nuit, l'intendant vint le voir. Il lui dit qu'une partie de la noblesse était mécontente de la décision du duc. Beaucoup pensaient que Thomas n'avait pas droit à l'héritage et que Roderick n'était pas un traître, mais une victime d'intrigue. L'intendant l'avertit que s'il voulait rester, Thomas devait faire ses preuves non seulement au combat, mais aussi au conseil. Le lendemain, Thomas fut invité à une réunion des vassaux. Une longue table, des torches au mur, des visages tendus. Les chevaliers et les serviteurs les plus âgés parlaient des impôts, de la protection des routes, des accords avec les voisins. Thomas restait silencieux. Il avait du mal à comprendre tous ces mots subtils et ces allusions fines. Plusieurs personnes souriaient ouvertement lorsqu'il essayait de poser des questions simples. Mais à un moment donné, la conversation porta sur la façon de nourrir les soldats. Thomas leva alors la tête et dit qu'il avait mangé des croûtes de pain toute sa vie et qu'il connaissait la valeur de chaque miette. Il proposa une solution simple: répartir les réserves de manière à nourrir d'abord ceux qui montaient à la garde et effectuaient les travaux pénibles, puis distribuer le reste. Le silence se fit dans la salle. Aucun des nobles n'avait pensé à cela. Le duc approuva ces paroles et certains chevaliers acquiescèrent. C'est ainsi que commença son chemin vers la reconnaissance. Il ne savait pas parler avec éloquence, mais ses paroles venaient de son expérience. Les gens le sentaient. Pendant ce temps, Roderick attendait son procès. Il ne reconnaissait pas sa culpabilité et affirmait que Thomas était un imposteur. Il disait que le moine était vieux et pouvait se tromper. Le duc fixa le jour où le sort de Roderick serait décidé. Quelques jours avant le procès, Arnaud disparut. On ne le trouva ni dans la ville, ni hors des murs. Beaucoup dirent qu'il s'était enfui vers ceux qui soutenaient Roderick. Cela inquiétait tout le monde. Le duc renforça la garde. Le jour du procès, la place devant le château était bondée.
Roderick fut amené enchaîné. Il criait que tout était un complot, que le vrai fils du duc était mort depuis longtemps. La foule était en ébullition. Le duc se leva et dit que la vérité se révélerait par les actes et non par les paroles. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Les portes s'ouvrirent et un groupe d'hommes armés fit irruption. À leur tête se trouvait Arnaud. Il criait qu'il ne laisserait pas le pouvoir passer à un va-nu-pieds. Une bagarre éclata sur la place. Les gardes se défendaient, mais les ennemis étaient nombreux. Les gens se dispersèrent dans la panique. Le duc leva son épée, mais les ennemis se rapprochèrent de lui. Thomas saisit une lance et se plaça à ses côtés. Éline se blottit contre le mur, regardant son frère et son père se battre. Le combat dura longtemps. Le sol était couvert de sang. Thomas se battait avec acharnement, se remémorant toutes ces années d'humiliation. Chaque coup était une réponse à ceux qui le considéraient comme un moins que rien. À la fin, il affronta Arnaud. Ce dernier cria qu'il n'accepterait jamais un mendiant comme héritier. Mais Thomas le renversa et lui arracha son épée des mains. Arnaud tomba. Le reste de ses hommes jetèrent leurs armes. La foule vit que la victoire revenait au duc et à son fils. Les gens poussèrent des cris. Le duc déclara à haute voix que le destin avait tranché. Thomas avait prouvé son droit non par des mots, mais par des actes. Roderick fut ramené dans son cachot. Ses partisans se turent. Après cette bataille, plus personne n'appelait Thomas un imposteur. Il était devenu celui qui avait défendu le château, mis fin au complot et montré sa force. Mais son âme n'était pas légère. Il comprenait qu'il avait encore un long chemin à parcourir. La nuit, il s'asseyait dans sa chambre et regardait le feu. Il pensait que sans la rivière, sans ce jour-là, il serait resté un vagabond que tout le monde maltraitait. Sa vie ne tenait qu'à un fil, mais c'est un choix pris en un instant qui avait tout changé. Et pourtant, il sentait qu'un nouveau malheur pouvait se cacher à chaque coin de rue. Car la richesse et le pouvoir n'apportent pas la paix. Ils ouvrent seulement la porte à de nouvelles épreuves. Après la bataille sur la place, le château ne put retrouver sa vie d'avant avant longtemps. Les pierres du pavé gardaient des traces de sang. L'odeur de la fumée ne quittait pas les rues. Les gens marchaient plus silencieusement qu'auparavant, et seuls les enfants murmuraient parfois le nom de Thomas, comme s'il s'agissait du nom d'un héros de conte de fées. Mais lui-même ne se sentait pas comme un héros. Chaque matin, il se réveillait et vérifiait d'abord si un nouveau malheur ne l'attendait pas derrière la porte. Le duc réunit son conseil. Il déclara que le château avait besoin d'ordre et d'une main de fer, qu'il ne fallait plus laisser les intrigues déchirer la famille. Roderick était détenu dans un cachot, dans l'attente de son jugement définitif. Arnaud était mort, ce qui facilitait la situation, mais les rumeurs concernant les partisans du complot ne cessaient pas. Thomas était assis à côté de son père et participait pour la première fois à la décision du sort de tout un territoire. Les vassaux écoutaient attentivement, mais beaucoup continuaient à lui lancer des regards en coin. Pour eux, il restait un étranger, même si le duc l'appelait son fils. Thomas sentait le froid de ces regards, mais il ne baissait pas les yeux. Il comprit que la seule façon de gagner le respect était d'agir. Quelques semaines plus tard, une nouvelle arriva. Le baron voisin refusait de payer le tribut et s'apprêtait à lever une armée. Le duc hésitait. Il vieillissait et était souvent malade. Thomas proposa alors de se rendre lui-même auprès du baron pour discuter avec lui. Cela fit rire certains chevaliers. Un pauvre homme qui, peu de temps auparavant, dormait encore dans une grange, voulait mener des négociations.
Mais le duc le soutint. Le chemin était long. Thomas voyageait avec une petite escorte. En chemin, il vit la pauvreté des paysans, entendit leurs plaintes contre les impôts et la cruauté. Les gens ne savaient pas qu'ils avaient devant eux le fils du duc. Pour eux, il n'était qu'un cavalier vêtu d'habits simples. Mais c'est précisément cela qui l'a aidé. Il parlait aux paysans comme il aurait parlé à ses égaux, et les gens s'ouvraient à lui. Quand ils arrivèrent chez le baron, celui-ci les accueillit froidement. Le baron était convaincu qu'il avait affaire à un homme inexpérimenté et pensait pouvoir le briser. Mais Thomas parlait calmement. Il rappela que la guerre n'apporterait que des malheurs, tandis qu'une alliance serait bénéfique. Il n'utilisait pas de belles paroles, parlait franchement et donnait des exemples tirés de ce qu'il avait lui-même vu. Son discours n'était pas lisse, mais il avait de la force. Le baron resta longtemps silencieux, puis dit qu'il était d'accord. Le détachement revint victorieux, sans avoir livré bataille. Ce fut une surprise pour tout le monde. Même les chevaliers, qui se moquaient auparavant, disaient désormais que Thomas avait le don de convaincre. Le duc écoutait son fils et voyait qu'il gagnait non seulement en force, mais aussi en intelligence. Cependant, la paix fut de courte durée. Bientôt, une nouvelle arriva de la prison même. Roderick s'était échappé. Personne ne comprenait comment il avait pu y parvenir. L'un des gardes l'avait aidé. Selon les rumeurs, il avait rejoint les ennemis. Le duc ordonna de doubler la garde. Thomas comprit que le passé ne le lâcherait pas si facilement. Une année s'écoula. Thomas s'habituait de plus en plus à sa nouvelle vie. Il apprenait à lire, s'entraînait au maniement des armes, assistait au conseil. Éline était fière de lui. Mais une peur subsistait dans son cœur. Il savait que Roderick était vivant et qu'il reviendrait un jour. Cette nuit-là arriva de manière inattendue. Le château reçut la nouvelle qu'une troupe se dirigeait vers la frontière. Les gens disaient qu'elle était menée par un chevalier en armure noire. Le cœur de Thomas lui dit que c'était Roderick. Le duc était malade et ne pouvait plus commander l'armée. Thomas s'avança alors. Il dit qu'il mènerait lui-même les hommes. Personne ne s'y opposa. À l'aube, l'armée partit à la rencontre de l'ennemi. Le champ était mouillé par la pluie. Le vent soufflait. Les soldats tremblaient, et pas seulement à cause du froid. En face d'eux se tenait Roderick, vêtu d'une armure noire, le regard froid. Il cria qu'il ne reconnaîtrait jamais un vanu droit comme héritier et que cette bataille déciderait du sort de tous. Le combat commença. Le fer résonnait, les sabots frappaient le sol. Thomas se battait en première ligne, montrant l'exemple. Il ne ressentait aucune peur, seulement de la détermination. Chaque coup était comme une réponse à des années d'humiliation. Les gens le voyaient et le suivaient. À un moment donné, il se retrouva face à face avec Roderick. Leurs épées s'entrechoquèrent. Roderick était expérimenté. Ses coups étaient rapides et précis. Thomas avait du mal à tenir le coup. Mais ses yeux ne laissaient transparaître aucun doute. Il se souvint de la rivière lorsqu'il tenait la petite fille dans ses bras et ne pensait pas à lui-même. À ce moment-là, il avait survécu parce qu'il n'avait pas abandonné. Le combat dura longtemps. Finalement, Thomas réussit à faire tomber l'épée de Roderick et à le frapper avec son bouclier. Celui-ci tomba à genoux. Les soldats retinrent leur souffle. Thomas aurait pu le tuer, mais il leva son épée et dit qu'il ne répéterait pas ses erreurs. Il le laisserait vivre afin que tous puissent voir la différence entre un traître et un guerrier. Les gens poussèrent des cris. Roderick fut ligoté et emmené. Cette fois, personne n'avait plus de doute. La victoire appartenait à Thomas. Lorsque l'armée revint,
Le duc accueillit son fils les larmes aux yeux. Il dit qu'il était désormais tranquille, ses terres étaient entre de bonnes mains. Quelques semaines plus tard, le duc mourut. Thomas se tenait à son chevet, tenant la main de son père, et pour la première fois, il sentit qu'il n'était plus orphelin. Après la mort du duc, les vassaux se réunirent en conseil. Ils décidèrent de reconnaître Thomas comme nouveau souverain. Personne ne s'y opposa. Les gens avaient vu que c'était lui qui avait sauvé la fille, mis fin au complot, vaincu l'ennemi et maintenu la paix. Éline était assise à côté et souriait. Elle dit à son frère qu'elle avait toujours su qu'il n'était pas comme les autres. Thomas sortit sur le balcon du château. La place était pleine de monde. Il criait son nom. Il les regardait et pensait qu'il y a peu, il dormait dans une grange, mourait de faim et ramassait des chiffons près de la rivière. À présent, il se tenait là comme un souverain, mais son cœur n'était pas rempli d'orgueil. Il se souvenait que tout avait commencé lorsqu'il avait sauté dans la rivière sans penser à lui-même. Et il s'était juré de toujours se souvenir de l'époque où il n'était personne. Car c'est cela qui lui donnerait la force de rester humain au milieu du pouvoir et de la richesse.